Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi, tous les mardis de 12h30 à 13h en direct sur Décideur TV et sur MyTF1 News. Nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le capitaine de vaisseau Marc Pouly, responsable du service recrutement de la Marine nationale. Commandant Marc Pouly, bonjour. Bonjour. Alors, en avril 2013, le site de recherche d'emploi CareerCast a publié un classement des meilleurs et des pires métiers de l'année en sondant les internautes. Parmi les pires jobs, il y a celui de militaire qui arrive en 3e position, derrière celui de bûcheron et de journaliste. Pourtant, certains métiers de l'armée font encore rêver, comme celui de pilote d'avion ou d'hélicoptère. Comment faites-vous rêver les jeunes autour de la Marine nationale, commandant Marc Pouly ? Alors, ce qui est important, c'est qu'on propose pas seulement un job, mais aussi une véritable carrière, avec l'apprentissage d'un métier et une formation professionnelle. Et puis, c'est vrai que la Marine offre en plus cet aspect découverte du monde, voyage, qui a toujours fait rêver et qui finalement séduit pas mal les jeunes. Alors, ça, c'est effectivement le tableau que vous dressez, mais il y a une manière, une difficulté pour tous les employeurs, c'est bien de le faire savoir et de le faire savoir par des véhicules innovants qui touchent les jeunes. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, au sein de la Marine nationale ? Alors, nous faisons 2 fois par an des campagnes dans les médias pour présenter nos métiers. Et puis, au mois d'octobre, nous avons mis en place un projet qui s'appelait Caméra embarquée et qui visait à présenter par des petites pastilles très courtes, sous forme de vidéo, la vie à bord des bâtiments et puis certains métiers. Alors, vous avez créé des pastilles vidéo pour tous les métiers proposés par la Marine ? Alors, pratiquement pour tous les métiers, oui, il y en a une 50aine. Voilà, et puis après, on a filmé des moments de la vie du bord, comme des séances de sport, les déjeuners, les dîners, le réveil, le quart de nuit, voilà, de façon à ce que les jeunes puissent se faire une idée par eux-mêmes. Et puis, c'est un mode de consommation qu'ils aiment bien. Donc, après, ces pastilles sont passées sur YouTube. Enfin, on a eu pas mal de succès. Alors, justement, vous avez surfé sur la mode un peu de la télé-réalité et puis, bien sûr, de la vidéo. L'impact, vous l'avez dit, effectivement, un grand succès. Je crois que vous avez eu énormément de candidatures suite à cette publication de vidéo. Comment vous l'avez… Ça a assez bien marché, au moins sur la promotion de la marque employeur. Puisque du coup, les jeunes ont pu se rendre compte un petit peu de ce qu'était la vie à bord des bâtiments. Et puis après, ils ont partagé ça sur les réseaux sociaux, ce qui était un petit peu le but. Alors ensuite, ça s'est traduit, mais avec une certaine inertie, par une montée des candidatures, si bien que pour le début de l'année 2014, parce qu'il y a toujours un petit temps de latence, finalement, ça marche plutôt bien par rapport à l'an dernier. Alors, comment faites-vous pour combattre les préjugés qui peuvent exister autour de l'armée et peut-être de la marine en particulier ? D'ailleurs, peut-être certains sont justifiés, vous allez nous le dire. Si on reprend le classement de CareerCast, il y avait comme critère de classement le salaire et le stress. Alors, sur le salaire, peut-être, est-ce qu'effectivement, on a lieu de considérer que la marine est un mauvais métier qui payera pas mal ? Je ne pense pas, parce que… tout dépend à quel niveau d'engagement vous vous situez. Je pense que pour des jeunes qui n'ont pas une grande qualification, les salaires qu'on offre sont relativement attractifs et ils le sont d'autant plus que lorsque les jeunes sont embarqués, ils gagnent un petit peu plus que ceux qui sont affectés à terre. Donc pour un marin, être embarqué, c'est quand même la base du métier. Voilà, donc on promeut ça. Ensuite, en ce qui concerne le stress, c'est vrai que les métiers des militaires sont des métiers où il y a un certain risque, je ne vais pas dire le contraire. Mais en revanche, embarquer sur un bâtiment de la Marine nationale ou faire des missions au profit de la Marine nationale, on vit quand même avec des grands professionnels qui maîtrisent bien leur métier. Et donc moi, j'estime qu'il y a des risques, certes, mais les risques sont assez limités. Alors, Édouard rebondit sur vos propos et demande « Marin, est-ce un métier difficile ?» Alors, si vous pouviez aller un peu plus loin sur les difficultés du métier de marin. Alors, c'est un métier difficile n'est pas le bon terme. Je pense que c'est un métier exigeant. C'est-à-dire que tout le monde, beaucoup de gens sont capables de le faire, pour peu qu'il y ait une forte motivation au départ, puisqu'il y a tout l'apprentissage du métier de marin qui est quand même assez important, puisqu'un métier, il rentre il a une spécialité, par exemple cuisinier,
Mais en dehors de son métier de cuisinier à bord du bâtiment, il peut aussi faire de la garde, il peut aussi participer au quart de jour comme de nuit. Il peut avoir d'autres activités pour faire marcher le bâtiment. Donc en fait, les marins ont une spécialité, un métier, mais ils sont très polyvalents. Et ça, il faut l'apprendre parce qu'il n'y a aucun cursus de l'éducation nationale qui forme à ces métiers-là. Voilà, donc c'est exigeant, il faut beaucoup de motivation, mais je ne pense pas que ce soit un métier très difficile. Alors, Paul revient sur le salaire. Des chiffres, dit-il, combien est-on payé concrètement au départ ? Alors, tout dépend du niveau auquel on rentre dans la marine. Mais en moyenne, les salaires que l'on offre sont, même pour un marin embarqué, un peu au-dessus du SMIC pour les plus faibles qualifications. Et ensuite, quand vous êtes à la mer, c'est à peu près 20% en plus. Donc, pour vous donner un ordre de référence, le jeune qui rentre à peu près au niveau bac, avec ou sans bac d'ailleurs, dans une spécialité embarquée, il pourra gagner à peu près 1 600 1 700 € par mois. Et est-ce un métier réservé aux hommes? Un autre préjugé qu'on peut avoir sur ces métiers de l'armée? Alors pas du tout. Il n'y a évidemment aucun quota ni aucune sélection au départ. Donc les jeunes femmes ont les mêmes chances que les jeunes hommes. Tous les métiers sont ouverts dans la Marine nationale aux jeunes femmes, à l'exception pour l'instant des sous-marins, pour des simples raisons de promiscuité. Voilà. Donc finalement, les jeunes femmes ont les mêmes chances que les hommes. Et puis à titre personnel, ce n'est pas un critère que je regarde dans la sélection que je fais. Alors quels sont les métiers proprement dits que vous proposez? C'est ce que nous allons voir maintenant avec notre rubrique les postes à pourvoir. Alors tout d'abord, commandant Marc Pouly, combien de recrutements envisagez-vous de faire sur l'année 2014? Alors en 2014, je vais recruter 3000 marins. 3000 marins. Hommes, femmes, à terre, en mer? Alors hommes, femmes, les jeunes recrutés ont pour vocation à naviguer bien entendu. Il faut quand même préciser que la Marine nationale, c'est 4 grandes parties. Vous avez les bâtiments de surface, qu'on appelle les bateaux gris puisqu'ils ne sont pas en gris. Vous avez les sous-marins, qu'on appelle les bateaux noirs puisqu'ils ne sont pas en noir. Et puis vous avez aussi l'aéronautique navale où vous avez des avions, des hélicoptères. Et enfin les commandos marines, qui sont une sorte d'élite des troupes spéciales. Donc il faut d'abord choisir parmi ces 4 grandes parties. Et après, le panel des métiers est énorme, hein, puisqu'il y a 50 métiers différents. Et je recrute entre le niveau 3e et le niveau Bac plus 5, entre 16 et 29 ans. Donc vous voyez que l'offre d'emploi est quand même très très riche. Alors j'imagine qu'en fonction de l'âge, de la formation et des filières que vous avez évoquées, on n'a pas le même grade à l'entrée. Quelles sont les distinctions dans la marine? Alors, le premier recrutement que je fais, c'est ce qu'on appelle l'école des mousses. C'est à peu près 200 par an. C'est du niveau 3e, avec ou sans brevet des collèges. Et là, ma cible, ce sont des jeunes qui sont un peu déscolarisés, à qui je vais donner pendant un an une formation très pratique, et après je vais leur offrir un engagement dans la marine. Cet engagement, c'est celui que j'offre à ceux qui ont à peu près le niveau bac. C'est l'engagement des quartiers maîtres de la flotte, donc c'est un premier contrat de 4 ans, qui peut être renouvelé 4 ans de plus. Voilà. Ensuite, je fais un recrutement pour les sous-officiers. Alors, dans la marine, on appelle ça des officiers mariniers. Alors là, c'est plutôt le niveau bac, bac plus 1. C'est une école. Alors si vous pouvez dire, oui, en regard de chacun de ces niveaux, le nombre de personnes que vous recrutez pour cette année. D'accord, alors les mousses, 180, les quartiers maîtres que j'ai évoqués, donc c'est à peu près 1400. Les officiers mariniers, c'est 700, donc bac plus 2. Là, c'est une école qui dure 16 semaines et après une formation de 9 mois. Je crois que ça correspond aux sous-officiers, hein, c'est ça? Exactement, ouais, ça correspond aux sous-officiers. Voilà. Et enfin, la dernière catégorie, entre bac plus 3 et bac plus 5, environ 180 par an aussi, ce sont les officiers. D'accord. Alors, Joe, justement, demande, est-ce que lorsqu'on rentre dans l'armée avec un bac plus 5, on est automatiquement officier? Est-ce que c'est vrai? Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'à ce niveau-là de qualification, ce que je propose, c'est avant tout des contrats d'officier. Parce que sinon, les gens ont un niveau scolaire trop fort pour être sous-officier ou quartier-maître. Ils n'auraient pas cette responsabilité, ils vont s'ennuyer. Voilà, donc bac plus 5, vraiment la cible, c'est officier. J'avais une question de Franco sur les commandos marines, cette unité d'élite. Est-ce qu'il y a des quotas?
Alors, il n'y a pas de quota, mais avant d'être commando marine, on rentre dans une force qui s'appelle la force des fusiliers. Et au sein de cette force, il y a l'élite qui s'appelle les commandos. Donc il faut déjà rentrer dans la marine comme fusilier. Les sélections ne sont pas très faciles, en particulier sur le plan physique, parce que c'est un métier assez rude. Et ensuite, au bout de 2-3 ans de carrière, ils peuvent postuler pour le stage commando, où là, effectivement, la sélection est assez dure, hein, parce que ceux qui essayent ce stage, il y en a entre 7 et 10% qui réussissent. Voilà, donc c'est vraiment une élite. Et alors, ces fusiliers, justement, c'est la première étape. Est-ce que vous en recrutez cette année? Est-ce que vous recrutez chaque année de nouveaux fusiliers? Oui, alors les fusiliers, j'en recrute entre 250 et 300 par an, à peu près. Et parmi ces 300, eh bien, il y en aura un petit peu moins de 10% qui deviendront commandos après. Voilà. Donc les fusiliers ont pour vocation à protéger les ports de la Marine nationale et à protéger certaines bases militaires de la Marine. Alors, vous avez parlé des formations. Est-ce que, et c'est d'ailleurs une question de Léo, les critères physiques, vous avez commencé à en parler, rentrent en ligne de compte? Si oui, lesquels? Pour quel poste? Alors, les critères physiques, alors déjà, il faut être apte à l'engagement. Donc, on examine, il y a une visite médicale à l'engagement. Évidemment, hein, il y a certaines affections qui sont rédhibitoires, parce que le métier de militaire est un métier relativement sportif, il faut être vraiment en forme. Voilà. Et puis après, pour certaines spécialités bien précises, dont les fusiliers, mais aussi les marins-pompiers, il y a des critères physiques. Alors on leur fait passer, pendant les 2 jours de sélection, on leur fait passer des petits tests physiques qui ne sont pas très exigeants, mais suivant le niveau, on leur offrira telle ou telle spécialité. Mais je voudrais rassurer les auditeurs, il ne s'agit pas d'être champion du monde. Hein. Donc voilà, je dis quelqu'un qui fait du sport, un jeune qui fait du sport normalement, il passera sans problème la barre des sélections. Et alors, une fois qu'on est rentré dans l'armée, quel que soit le grade, le niveau, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution? Voilà, je rentre en tant que mousse. Est-ce que je peux imaginer que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je peux peut-être passer d'abord quartier-maître et puis officier marinier? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. L'une des caractéristiques des armées, en particulier de la marine, c'est qu'en fait, on a un fort escalier social. Je parle bien d'escalier, hein, parce que les marches ne sont pas toujours très faciles à monter. Et donc, vous pouvez commencer comme mousse, et puis ensuite passer sous-officier, c'est-à-dire officier marinier, voire devenir officier au bout d'un certain nombre d'années de carrière. Alors, il y a quelques exemples célèbres. L'ancien DRH de la marine, qui est parti il y a 1 an et demi, a commencé sa carrière comme mousse. Et puis, 30 et quelques années plus tard, il était officier général et DRH de la marine. Voilà, et puis des exemples comme ça, j'en ai croisé quand même finalement pas mal dans ma carrière. Et je crois que vraiment, c'est important de savoir qu'on peut rentrer finalement avec un niveau 3e. Et puis vraiment, quand on est motivé et qu'on a des capacités, on peut devenir quartier-maître, ensuite devenir officier marinier. Et puis après, pourquoi pas officier, on peut passer un concours interne quand on a entre 35 et 40 ans et devenir officier après. Alors justement, vous parliez de concours interne. Est-ce que vous délivrez également des formations qui permettent justement de passer ces paliers? Oui, alors dans la carrière d'un jeune marin, quand il rentre par exemple comme quartier-maître, au bout de 2-3 ans, on lui fait faire une formation de 9 mois qui s'appelle le brevet d'aptitude technique. C'est un brevet qui est du niveau 4 éducation nationale, c'est-à-dire équivalent au bac à peu près. Voilà, donc il y en a 1 sur 2 qui sont sélectionnés pour ce brevet d'aptitude. Et ensuite, quelques années plus tard, à environ entre 10 et 14 ans de carrière, on lui fait faire un brevet spécialisé. Là aussi, il y a une sélection. C'est à peu près du niveau BTS 2e année, donc bac plus 2. Voilà, et ça, c'est la porte ouverte à un statut de carrière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on rentre dans la marine, on est en contrat à durée déterminée, comme 75% des marins. On va dire à peu près les 10 premières années de carrière. Voilà. Et ensuite, quand on accède à ce brevet spécialisé, on obtient ce qu'on appelle le cadre de mestrance et un statut de carrière qui vous permet de rester dans la marine jusqu'à la limite d'âge de votre grade, c'est-à-dire à peu près 58-59 ans. Alors, vous parlez de limite, justement, une question d'Adrien qui demande, peut-on démissionner de l'armée ou est-on considéré comme déserteur sinon? Alors, on peut démissionner de l'armée. Alors, quand vous contractez un contrat avec la marine, normalement, vous menez ce contrat à terme. Il peut arriver que pour des raisons personnelles, des raisons familiales, la marine vous autorise à quitter ses rangs. C'est relativement rare. On part du principe que quand on a engagé quelqu'un et qu'on l'a formé, il doit aller au terme de son contrat. Voilà. Bon, après, il peut y avoir
des ennuis physiques, des accidents ou alors des événements familiaux très très graves. En règle générale, la marine fait très attention à ça. Hein, et voilà, donc ça peut arriver. Maintenant, si la marine ne donne pas son accord et que la personne quitte les rangs de la marine, évidemment, oui, il est considéré comme déserteur, oui, bien sûr. Ce sont des contrats en général de combien de... quelle est la durée d'un contrat moyen? Alors, j'offre en gros 3 types de contrats. Un contrat d'1 an, juste pour voir si le métier plaît. Voilà. Ensuite, des contrats de 4 ans. Voilà. Et enfin, des contrats de 10 ans. Voilà. Donc le panel est assez vaste et à chaque fois avec des perspectives d'évolution. Le contrat de 4 ans qui est quand même le gros des bataillons, hein, les 1400 dont je parlais tout à l'heure, en règle générale est quasiment systématiquement renouvelé 4 ans de plus. Donc le jeune est assuré de faire au moins 8 ans dans la marine. D'accord. Voilà. Puisque la contrepartie de l'obligation de faire les 4 ans, c'est qu'également, au bout de 4 ans, vous pouvez vous décider de vous séparer de... Absolument. Voilà. Et le système, c'est que si le jeune marin ne dit pas qu'il veut partir, son contrat est quasiment renouvelé automatiquement, sans qu'il ait à le demander. Voilà, à moins évidemment qu'il y ait eu des problèmes disciplinaires ou autres, une inadaptation au métier au cours des 4 premières années. Mais c'est très rare. Peut-on facilement se reconvertir dans le civil? Parce que j'imagine que on peut faire un choix, vous dites que vous commencez à recruter dès la 3e, en 3e, mais finalement on ne sait pas vraiment ce que l'on veut faire. Est-ce que si on a passé 10 ans dans l'armée, dans la marine en particulier, on peut ensuite se reconvertir dans le civil? C'est assez facile pour ceux qui évidemment s'investissent un petit peu, pour 2 raisons je pense. Parce que d'abord, quand vous avez un métier dans la marine, tout le monde sait dans le civil que la formation est excellente. Voilà. Et ensuite, les marins comme tous les militaires, mais nous c'est très fort parce que sur un bateau on vit en communauté, un marin il pratique quand même l'altruisme et c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler en équipe. Et qui a surtout l'habitude d'arriver à l'heure, de faire convenablement le travail. Et ça, les employeurs dans le civil le savent pertinemment. Et donc, finalement, il y a assez peu de marins qui ont du mal à se reconvertir, surtout s'ils sont mobiles et disponibles, s'ils n'hésitent pas à changer de région, en règle générale, ça marche bien. Ouais. Donc, voilà. Et puis, on a aussi, au sein des armées, une agence de reconversion de la défense qui s'occupe de ça, qui a des partenariats avec les entreprises. Voilà, donc ça marche assez bien, oui. Sans rentrer dans le détail des métiers, je crois qu'il y a 50 métiers possibles dans oui. la marine. Quels sont les grands domaines de domaines de compétences? Donc, j'imagine qu'il doit y avoir la navigation, mais il y a également peut-être d'un côté mécanique, ingénierie. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands traits? Oui, alors on pourrait faire plusieurs catégories. Alors la première, c'est la catégorie des métiers qui sont vraiment très maritimes, comme par exemple navigateur, manœuvrier. Voilà. Ensuite, vous avez des métiers très techniques. Alors ça, c'est tout ce qui est électricien, mécanicien, électrotechnicien, électronicien. Ensuite, vous avez des métiers vraiment purement opérationnels. Hein. Alors ceux, par exemple, qui sont chargés de détecter les avions ou les sous-marins. Voilà, des métiers comme ça. Ou alors des métiers de la communication et de l'informatique, qu'on met dans la case opérationnelle. Voilà. Et puis après, vous avez des métiers que je dirais... de combattants, bien que tous les marins soient des combattants, mais qui sont vraiment ciblés sur le combat. Donc on a évoqué tout à l'heure les fusiliers et les commandos, mais aussi il y a les plongeurs des mineurs, qui sont chargés d'aller neutraliser des charges qui se trouvent sous l'eau. Voilà, donc avec ces catégories, et puis pardon, j'oubliais évidemment tous les métiers de l'aéronautique, les pilotes, les mécaniciens de l'aéronautique. Le marin est dans l'air en fait. Absolument, oui. Ça c'est effectivement quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. Et est-ce qu'on peut également, est-ce qu'on est forcément en mer donc on peut être dans l'air, on l'a dit, mais est-ce qu'on peut être également sur terre? Est-ce qu'il y a des métiers de marins qui sont basés à terre? Alors, il n'y a pas de métier où vous resterez tout le temps à terre, en fait. Hein. La vocation du marin, c'est quand même de partir à la mer, mais il est vrai qu'il y a certains métiers où la carrière embarquée est moins importante que d'autres. Je prends un exemple, tous les métiers de la gestion des ressources humaines, le métier de la bureautique, etc. Les fonctions qu'on appelle back-office, voilà. Support en français, support en bon français. En bon français. Alors ces métiers-là, il y a des postes embarqués en début de carrière, mais très vite, au bout d'un moment, comme ils ne sont pas très très nombreux sur les bateaux, ils se retrouvent plutôt affectés à terre sur les bases ou dans les états-majors. Voilà. Mais en règle générale, quand même, un marin, surtout au début, les 8 premières années, il passe quand même
au moins un tiers, si ce n'est la moitié de son temps embarqué. Ça ne veut pas dire en mer, hein, mais il est embarqué sur un bâtiment de la marine. Eh bien, c'est très clair. On va passer maintenant à la séquence conseils aux candidats. Et pour commencer, nous allons rentrer dans la rubrique les 3 conseils CV. Alors, commandant Marc Pouly, quels sont les 3 points majeurs à mettre en évidence dans son CV? Alors, ce qui est très important, c'est qu'il faut arriver à montrer que les compétences qu'on a acquises lors de sa formation correspondent à peu près à un métier de la marine. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut arriver à mettre en avant sa disponibilité, parce que ça, c'est aussi très important. Un marin, il est disponible. Voilà. Et enfin... c'est-à-dire qu'il est disponible effectivement pour partir en mission à la mer, tout moment, voilà, à tout moment, quelquefois avec un faible préavis. Ce sont des préavis de combien de temps? Ça, c'est une question, c'est très difficile. Mais juste une petite anecdote, c'est arrivé à beaucoup de marins, mais ça m'est arrivé à titre personnel. Je me souviens quand j'étais jeune officier embarqué sur un bateau à Brest, on m'a réveillé le 1er mai au matin à 7h du matin pour me dire écoute, rallie vite le bâtiment parce qu'on a pareil dans 3 heures et on va effectuer une mission en Afrique. Donc voilà, j'ai fait mon sac. De combien de temps? Et on est parti 2 mois et demi. D'accord, donc voilà. ça peut être effectivement... Ça peut arriver, donc là c'est un peu extrême évidemment, hein, mais en règle générale quand même les bateaux ont des programmes relativement établis, mais ça peut changer très souvent, et puis quand le bateau est disponible et opérationnel, ça peut arriver. Donc c'est important d'avoir bien ça en tête. Voilà. Et le 3e conseil que je donnerais, c'est vraiment essayer de montrer sa capacité à vivre en communauté. Parce que sur un bateau de guerre, c'est une petite famille, on vit sur un espace qui est quand même très restreint, tous ensemble pendant quelquefois des semaines. Voilà, et donc il faut vraiment être capable de vivre comme ça. Alors évidemment, celui qui a l'habitude d'aller en colonie de vacances, qui a été, par exemple, qui a encadré des camps de jeunes, ou voilà, ça c'est des choses importantes. C'est un plus dans le CV. C'est un plus dans le CV, oui. Quelle rubrique faut-il mettre en premier dans son CV justement? La formation, l'expérience, quelle rubrique? Je crois que c'est l'expérience. Qu'est-ce qu'on a fait, les stages qu'on a fait, ce qu'on a fait pendant ses vacances, éventuellement des petits jobs d'été, et qui montrerait un petit peu ce que je viens d'évoquer. Voilà, ça c'est important. Alors après, évidemment, la formation, c'est bien aussi, puisque comme ça va nous permettre de proposer à ces jeunes des métiers. Par exemple, quelqu'un qui a fait un bac pro électrotechnique, on va lui proposer des métiers d'électrotechnicien. Voilà, donc ça c'est important. Voilà, et puis ensuite, mettre des compétences, je ne sais pas, celui qui est particulièrement sportif par exemple, on va lui proposer la filière fusilier, voilà, des choses comme ça. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des valeurs de la Marine nationale, solidarité, altruisme, partage, tout ça pour aller dans le sens d'un esprit d'équipage. Comment on peut montrer qu'on partage ces valeurs dans son CV? Comment le montrer à travers un CV? Alors, c'est dire qu'on a eu des expériences de vie en communauté. Alors évidemment, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais eu ça, c'est pas rédhibitoire. Mais c'est vrai que le jeune qui, comme je le disais tout à l'heure, a fait des colonies de vacances ou alors a vécu en internat, par exemple, pendant quelques années, voilà, on sait qu'il a l'habitude de vivre en communauté. Voilà, aussi le jeune qui fait partie d'une famille nombreuse, ça peut être important parce qu'on sait qu'il a l'habitude de vivre à plusieurs. Voilà, encore une fois, c'est pas rédhibitoire, mais c'est vrai que c'est un plus. Alors, avant de passer à la rubrique les 3 conseils entretien, petit clin d'œil rigolo d'un internaute, le prestige de l'uniforme, ça marche toujours? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça marche. Ça marche, et particulièrement pour les jeunes engagés, parce que c'est vrai que le pompon rouge et le tricot rayé, ça a toujours autant de succès. Donc oui, ça marche. Alors d'ailleurs, on dit que toucher le pompon rouge du marin, ça porte chance. Est-ce que c'est effectivement... Oui, c'est vrai. Alors je ne sais pas si ça porte chance, mais enfin, en tout cas, la tradition est bien établie chez mes concitoyens. Et l'an dernier, j'étais présent pendant une journée lors de la manifestation des voiles de la liberté à Rouen. Et il y avait un jeune matelot qui était là avec son pompon rouge, et je crois que je ne sais pas combien de personnes ont touché son pompon, mais c'est peut-être 1000 par jour à peu près, donc voilà, donc ça marche bien. Oui. Donc ça a aussi des contraintes, hein. Il y a le prestige, mais il y a des contraintes à l'uniforme. Nous allons donc passer maintenant à la rubrique les 3 conseils entretien. Quels sont les 3 critères fondamentaux pour retenir votre attention en entretien? Alors, il est important que le jeune candidat se renseigne sur la Marine nationale. Quel est son format? Quelles sont ses missions? Quel type de bâtiment?
Donc il trouvera ça sans aucun problème sur le site officiel de la Marine et sur le site du service de recrutement êtremarin.fr où il y a des présentations. Voilà, donc je pense que voilà, il ne faut pas qu'il arrive à l'entretien de motivation ne sachant rien sur la Marine et sur ses métiers. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant pour nous parce que ça nous permet de savoir quelles sont ses motivations. Est-ce qu'il s'est renseigné voilà. Ensuite, il faut qu'il sache expliquer avec ses mots le sens de son engagement, parce que c'est bien un engagement militaire, avec tout ce que ça suppose derrière, en termes de disponibilité, on en a parlé, mais aussi d'engagement au service de son pays, puisque c'est quand même une raison très importante. Voilà, donc il faut qu'il fasse part de ses motivations, par exemple, je trouve que mon pays est un beau pays et j'ai envie de le défendre, voilà, des choses comme ça. Et encore une fois, avec ses mots à lui, la sincérité est importante dans son discours. Alors, je rebondis simplement sur cette deuxième critère. Un internaute demandait, est-il possible d'être marin et d'avoir une vie de famille? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi-même, je suis père de famille. Alors, c'est pas toujours très facile, puisque quand vous partez à la mer, vous laissez votre femme, ou votre mari d'ailleurs, à terre avec les enfants. Donc, il faut avoir un conjoint solide qui accepte. C'est un projet quand même de couple, ce métier. Voilà, mais on peut avoir une vie de famille très harmonieuse, sans aucun problème, pour peu que le conjoint accepte les absences. Mais finalement, il y a pas mal de métiers où c'est comme ça aussi. Donc, il n'y a pas que les armées et la marine. La différence, c'est que nous, il peut y avoir des risques, et puis quelquefois, les absences sont longues. Je crois que c'est ça la différence. Mais oui, bien sûr, il est possible d'avoir une très belle vie de famille. Alors, quel conseil donneriez-vous à votre fille avant son entretien pour intégrer les rangs de la marine, justement ? Je lui conseillerais vraiment de réfléchir à sa démarche et d'être sincère, et puis d'expliquer pourquoi elle veut rentrer dans l'armée, qu'est-ce qui est important pour elle et quelles sont ses valeurs. Voilà, donc il n'y a pas de distinguo, si c'était votre fils ou votre fille, vous donneriez les mêmes conseils? Oui, exactement les mêmes conseils. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a autant de place pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes. Donc vraiment, ce qui est important, c'est qu'il y ait de la sincérité dans le discours et que le jeune ait réfléchi au sens de son engagement. Pourquoi il veut faire ça? Qu'est-ce qui est important pour lui? Est-ce que c'est apprendre un métier? Est-ce que c'est défendre son pays? Est-ce que c'est avoir une expérience extraordinaire au sens littéral du terme? Parce que ce métier est extraordinaire. Voilà, c'est ça qui est important et c'est vraiment le conseil que je lui donnerais, de se renseigner, d'expliquer pourquoi elle veut s'engager et puis être aussi convaincant ou convaincante sur sa capacité à accepter les contraintes. Et est-ce que tous les métiers vraiment de la marine sont ouverts aux femmes? Alors, pour l'instant, le seul métier qui n'est pas ouvert, mais ça risque de changer assez vite, ce sont les sous-marins. Pour des raisons évidentes de promiscuité, parce qu'un sous-marin c'est très petit, il n'y a pas beaucoup de place. Et voilà, donc c'est la mixité qui est plutôt interdite. Voilà, sinon elle serait d'aussi bonne sous-mariniers. Donc il y aura peut-être des sous-marins uniquement composés de femmes, c'est ça la piste? Ça je ne sais pas, je peux difficilement répondre à cette question parce que je ne suis pas habilité pour en parler, mais voilà, en tout cas on y réfléchit parce qu'il n'y a pas de raison que les sous-marins restent comme ça fermés aux femmes. Et d'ailleurs dans d'autres marines, il y a des femmes qui sont allées sur les sous-marins. Je crois même que c'est en Norvège qu'un sous-marin a été commandé par une femme, donc vous voyez, tout est possible. Alors, dernière question, quels sont les jobs étudiants ou petits boulots qui ont plus de valeur à vos yeux, aux yeux des marins? Alors, ce sont des jobs où le jeune peut montrer soit sa capacité à vivre en communauté, par exemple moniteur de colonie de vacances ou moniteur de voile, ça peut être une bonne chose, ou alors des jobs où le jeune va avoir des responsabilités, encadrer une petite équipe par exemple, des choses comme ça c'est important. Ou alors enfin des jobs où il peut être très autonome et il doit être un peu débrouillard, parce que ça aussi c'est une des caractéristiques du marin, il vaut mieux être débrouillard dans ce métier. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, commandant Marc Pouliel, d'avoir répondu à nos questions, à mes questions, à ceux des internautes. Merci justement aux internautes de nous avoir suivis, d'avoir posé énormément de questions. J'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet. La marine intéresse. La semaine prochaine, je recevrai Jean-Marc Mikeller, qui est le DRH du cabinet d'audit Deloitte et qui compte 7950 collaborateurs en France. Nous lui demanderons évidemment quelle est sa politique de recrutement, mais nous en profiterons également pour revenir sur les études de marché sur l'emploi qu'il publie régulièrement et notamment le dernier baromètre qu'ils viennent de publier sur l'humeur des jeunes diplômés. Merci, à la semaine prochaine.